Ses filles, Lise et Daphné, sont accourues dans sa chambre et lui parlent en même temps en une cacophonie inquiète. « Ça va, maman, tu as crié? Tu as appelé, maman ?» « Ce n'était qu'un cauchemar, dit-elle, secouant la tête comme pour chasser ce mauvais rêve. » Depuis son divorce, elle avait remarqué à quel point ses filles s'inquiétaient pour elle, combien les rôles s'étaient inversés dans certaines circonstances. Elle rassure ses enfants, les renvoie au lit, se recouche et éteint la lumière. Son esprit agité l'empêche de retrouver le sommeil. Son cauchemar lui revient en mémoire en une série de flashbacks improbables. Elle rallume et note machinalement les quelques mots de latin dont elle se souvient. « Je rêve en latin maintenant », songe-t-elle ébobie, et laisse retomber la tête sur l'oreiller. Elle repense à la question cocasse qu'elle s'était posée enfant. Rêve-t-on en couleur ? Elle avait obtenu la réponse très peu de temps après, lorsqu'un jour, au réveil, elle s'était remémoré son rêve. Elle avait transformé en hélicoptère l'estafette orange flashée du livreur de lait. En y repensant, Lynn s'amuse de constater qu'enfant, elle avait envisagé comme parfaitement normal qu'un livreur approvisionne les habitants à bord d'un hélicoptère orange vif. Au bout d'une quarantaine de minutes, elle se décide à se lever. Arrivée dans la salle de bain, son premier réflexe est, comme d'habitude, de regarder son reflet dans le miroir. Tous les jours, elle guette la repousse des cheveux gris parmi les cheveux teints en châtain qu'elle porte longs, tombant sur les épaules. Elle a décidé de laisser désormais ses cheveux à l'état naturel, consciente qu'il lui faudra une sacrée dose de confiance en elle pour arborer ce signe évident de vieillissement dans ces sociétés où l'apparence est tellement importante, mais elle se sent heureuse d'avoir franchi le pas. Opter pour des cheveux gris, c'est accepter sans révolte que le temps passe, se dit-elle. C'est refuser d'aller calmer toutes les 3 semaines ses angoisses chez le coiffeur. Elle s'imagine un instant les cheveux tout courts. La plupart des femmes passent par une coupe très courte pour atténuer la transition aux cheveux gris, songe-t-elle. Elle n'en ressent pas encore la nécessité, ou plutôt elle hésite. Le jeune coiffeur à qui elle avait demandé conseil au dernier rendez-vous n'avait pas osé se lancer dans une coupe radicale, évoquant la difficulté à répondre à la perpétuelle question de ses clientes. « Pensez-vous que ça m'irait, les cheveux courts ?»« Vous imaginez, qu'est-ce que j'en sais, moi, si ça ira ?» avait dit le coiffeur. « Je fais comme elle demande, puis après elles sont déçues » avait-il précisé, laissant libre cours à sa frustration. Elle s'était donc contentée de faire raccourcir les pointes ainsi que la frange. Peut-être devrait-elle passer à une coupe courte, s'interroge-t-elle à nouveau, toujours plantée devant le miroir. « T'as pas bientôt fini de te regarder le nombril ?» raille son égo. Elle se secoue, va réveiller ses filles d'un baiser sur le front et retourne dans sa chambre. La radio débite sa rengaine matinale. La mesure devrait entrer en vigueur dès le 1er juillet. À l'étranger, un train de passagers a déraillé près de Mirano. D'importants services de secours se sont rapidement rendus sur les lieux de l'accident. Les autorités italiennes ont fait état de 9 morts et 28 blessés. Elle éteint l'appareil perplexe. Ce rêve insensé l'a laissée épuisée et agitée. Elle se félicite de ne pas avoir de mission d'interprétation qui l'oblige à se rendre à Bruxelles. Elle pourra se consacrer à ses traductions. Elle vit seule avec ses 2 filles dans une petite maison de campagne à 80 km de la capitale, où elle se rend 2 à 3 fois par semaine pour son travail. Pour quelques mois encore, du moins. Épuisée par les embouteillages croissants, elle s'est résolue à écouter son compagnon qui lui répète que ses déplacements lui ruinent la santé. Dans un premier temps, ne souhaitant pas vivre en ville, elle s'est mise à la recherche d'un logement plus proche de Bruxelles. Georges, qui habite la ville, ne cesse de lui vanter les avantages de la vie urbaine. Il a horreur de la campagne. Elle a donc fini par suivre ses conseils appuyés et a décidé de déménager pour se rapprocher de lui et tenter de retrouver une meilleure qualité de vie.
Vendre la maison a été un jeu d'enfant, et elle a eu un coup de cœur pour un petit appartement du centre-ville, aux grandes dames de ses filles qui n'avaient aucune envie de quitter la campagne. Elles ont le temps de se faire à l'idée, s'encourage Lynn, descendue à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Les démarches notariales sont longues, et de toute façon, le déménagement n'aura lieu qu'au début de l'été pour que les filles n'aient pas à changer d'école en pleine année scolaire. Tout en se dirigeant vers le frigo, elle repense aux actualités et a une pensée de compassion pour les familles des victimes du déraillement de train. Daphné la rejoint, l'air bougon, lui annonçant d'emblée qu'elle aussi a fait un cauchemar, et la jeune fille de raconter avec force détails ce mauvais rêve. Tandis que Lynn lui prodigue des paroles de réconfort, elle observe son aînée avec émerveillement. La jeune fille, mince, quasi frêle, va sur ses 12 ans. Son visage aux traits fins et réguliers a quitté l'enfance. Ses grands yeux de manga confèrent à l'ensemble une beauté que Lynn s'explique mal quand elle regarde son propre reflet dans le miroir. Lise, la cadette, qui a l'immense qualité d'être invariablement de bonne humeur au saut du lit, fait son entrée tout sourire. Une qualité que Lynn lui envie. Elle regarde sa fille avec attendrissement. À presque 10 ans, elle a gardé sa peau de bébé. Son sourire espiègle, ponctué par une seule fossette, renforce le pétillement du regard marron. Aussi mince que sa sœur, elle a le visage un peu plus allongé que l'aînée. De longs cheveux brun foncé masquent de petites oreilles coquines. Mis à part leur différence de taille, de longueur de cheveux et la grandeur des yeux de l'aînée, les deux filles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Lynn apprécie son bonheur de les voir grandir. Elle chasse ses pensées et s'active à nourrir ses oisillons, comme elle aime les appeler, pour le plaisir de voir leur visage s'éclairer d'un sourire. Lorsque les petites sont prêtes à se rendre à l'arrêt du bus qui les emmènera à l'école, Lynn les accompagne dans la courette desservant la vente de la maison. Elle veut prendre le journal dans la boîte aux lettres fixée au muret qui longe la route. Elle embrasse ses enfants, leur souhaite une bonne journée et leur rappelle qu'elle viendra les chercher à l'école en voiture. Elle rentre s'installer à son bureau pour découvrir l'actualité, préférant, comme à son habitude, le fauteuil ergonomique qu'elle estime plus confortable que le canapé-lit défoncé du salon. Après avoir lu la une intégralement, elle pioche les articles au gré de son envie pour achever sa lecture du quotidien. Un titre accroche son attention. 580 000 serpents et scorpions disparaissent dans un incendie au Brésil. Elle lit l'article d'une traite, parcourue de frissons de répulsion, et se lève, incapable de rester assise. Un cauchemar insensé durant la nuit, l'annonce d'un déraillement de train à la radio au matin, un incendie relaté dans le journal. Ça fait un peu beaucoup pour un seul jour. Elle se dirige vers la machine à café, insère une dosette et attend machinalement que coule son 3e café de la journée. Son esprit en profite pour partir à la dérive. Police locale de Bruxelles, lieutenant Faudin, qui ai-je l'honneur? Lynn ne peut s'empêcher de sourire à la tirade apprise par cœur. D'abord le nom du service, puis l'identité du répondant, pour finir par la formule à qui ai-je l'honneur, et se souvient avec amusement du temps où elle travaillait au quartier général de l'ancienne gendarmerie. Tout y était soigneusement codé. La façon de répondre au téléphone, le code de rédaction régissant tout jusque dans les moindres détails, la poignée de main à chacun des collègues du département, aux grandes dames de Lynn qui trouvaient que ce rituel imposé bouffait la moitié du temps imparti lorsqu'ils étaient une vingtaine à se retrouver à l'heure de la pause. 9 heures précises. Lynn van der Kinderen à l'appareil, avez-vous eu l'occasion de lire le journal ce matin? Pas encore, pourquoi? En quoi puis-je vous aider? Vous avez entendu qu'un incendie a complètement détruit l'institut je ne sais plus quoi au Brésil? Ben non. En radio, on ne parle que de l'euro-yo-yo et des élections anticipées du 13 juin.
L'incendie a complètement détruit l'une des plus importantes collections de serpents, d'araignées et de scorpions au monde. Oui, et je pense que ce sont peut-être des animaux qui ont bouté le feu au bâtiment. Vous pensez que ce sont peut-être des animaux qui ont bouté le feu au bâtiment. Notez que dans ce cas, ce serait plutôt une bonne nouvelle s'ils commencent à s'entretuer. Ils étaient déjà morts. Ils étaient conservés dans du formol qui a probablement favorisé la propagation du feu, puisque c'est un liquide hautement inflammable. Et où est le problème? Cet institut est mondialement reconnu dans le domaine de la santé. Il produit chaque année plus de 100 millions de vaccins et de sérums antivenimeux. Vous imaginez le topo? S'ils n'ont plus de serpents, scorpions et autres bestioles du genre, ils n'ont plus la possibilité de poursuivre leurs recherches biomédicales, et donc plus de sérum non plus. Lynn se rend compte que son café est prêt et qu'elle s'est laissée emporter par son imagination. Elle rit de sa bêtise, mais pense néanmoins. Une fois de plus, cet article va passer, sans susciter la moindre analyse, dans l'indifférence générale. Ils penseront que c'est le fait d'un herpétophobe ou d'un arachnophobe. Elle retourne à son bureau et lit la légende de la photo d'un serpent calciné. L'une des plus grandes collections de serpents au monde a brûlé samedi à proximité de São Paulo dans un incendie d'origine inconnue. D'origine inconnue, le ton cinglant sur lequel l'orang-outan avait prononcé ces mots dans son rêve résonne encore à ses oreilles. Je serais curieuse de constater au fil du temps si les accidents d'origine inconnue augmentent, pense-t-elle. Elle qui a pris l'habitude de découper les articles de journaux relatant les catastrophes en parcourt les titres. Une catastrophe mystérieuse mais très rapide. Chute de béton. 40 morts dans un mariage koweïtien. Et après tu t'étonnes de faire des cauchemars, se moque-t-elle d'elle-même. Tandis qu'elle sirote son café refroidi, elle se remémore les différentes parties de son rêve qui lui avaient paru interminables. Happy Feet, le bras tendu dans une forme de prière, le complot des animaux, la série de catastrophes. J'aurais fait un rêve prémonitoire, pense-t-elle. Mais non, elle se fait des idées. Elle aurait voulu en parler à quelqu'un, mais à qui? Pas à son compagnon, en tout cas. Si elle se tourne volontiers vers lui pour les autres domaines de sa vie, Georges se révèle généralement d'excellents conseils. Il rirait à coup sûr de ses fabulations. Même s'il partage le rejet de ce qu'il appelle l'anthropocentrisme, elle-même n'a pas cherché à définir sa vision des animaux, elle les considère simplement comme des êtres à part entière. Elle sait qu'il la taxe volontiers de parano. Parano, répète-t-elle mentalement, cédant aussitôt à l'envie de rechercher dans son grand Larousse l'étymologie du mot qu'elle parcourt des yeux. Du grec para, à côté de, et nous, l'esprit. Comme souvent, sa recherche terminologique l'amène à une autre découverte. Panasiatisme. Jamais entendu parler. Elle a toujours adoré les dictionnaires qu'elle emportait jusqu'aux toilettes, suscitant les moqueries de ses frères et sœurs. Elle revient à l'étymologie de parano. À côté de l'esprit. Pourquoi pas? Ça me plaît encore bien comme qualification, murmure-t-elle, souriant à l'idée que le belgicisme, encore bien, plaît à Georges, d'origine parisienne. Mettant un terme à ses rêveries, elle revient à ses préoccupations professionnelles. Si son statut d'indépendante lui confère l'avantage de pouvoir aménager ses horaires de travail, elle se sent néanmoins tiraillée ce matin. Les délais de livraison des commandes de ses clients lui occasionnent un stress quasi permanent. Elle a hâte d'achever les traductions en cours, mais le mal de tête induit par la nuit agitée risque de la ralentir. Autant prendre le repos dont elle a besoin et reprendre son travail plus tard,
quitte à s'arrêter en début de nuit. Cette idée la décourage toutefois, car elle avait envie de se coucher tôt pour une fois. Alors qu'elle bataille encore, incapable de prendre une décision, elle a soudain l'idée de revoir Happy Feet pour découvrir quel était le message du film. À défaut de trouver la morale de l'histoire, elle passerait quelques heures de détente qui occuperaient son esprit bousculé. Elle lance la lecture du DVD, se cale le dos contre le dossier, trouve la position inconfortable, opère quelques bascules du bassin pour finir l'arrière-train au bord du divan, affalée de tout son long, la nuque posée sur le haut du canapé et pestant contre l'inconfort du vieux machin bon marché. Son ronchonnement laisse vite la place à un délassement joyeux teinté d'un peu de gêne. Si mes collègues savaient que j'ai 3 ans d'âge mental, rit-elle sous cape. En découvrant la fin du film et le départ du petit manchot décidé à ne revenir d'exil qu'après avoir attiré l'attention des humains sur les conséquences de leur comportement destructeur, elle sent ses avant-bras fourmiller. Quoi ? J'aurais vu Mumble en rêve pour que je ressente le besoin de revoir le film ? Elle coupe court à son emballement, se moquant d'elle-même. « T'as plus toutes tes frites dans le même sachet, hein, ma fille ? Gare à la schizophrénie. » Comme si tu pouvais être investi de la mission d'ouvrir les yeux des hommes sur la nécessité de cesser l'anthropocentrisme sous peine d'une rébellion de la faune. Georges a raison, bonjour la parano. Agacée par ce bouillon de pensée, elle éteint la télé. Le retour de la céphalée l'amène à retourner au lit, où elle s'empêche toutefois de s'endormir de peur de retrouver le cauchemar de la nuit dernière. Et comme toujours, une voix grincheuse s'ingénie à la culpabiliser. Si seulement je pouvais trouver l'interrupteur pour débrancher ce cerveau, comme si je n'avais pas le droit de m'autoriser un peu de repos. Et à son habitude, à peine allongée, elle est assaillie de pensées, de souvenirs qui ont le don de susciter en elle des questions existentielles. Quel est le sens de sa vie ? Pourquoi tant de stress ? Les peurs vont-elles s'arrêter un jour ? Une vingtaine de minutes plus tard, elle se relève, tenaillée par la pression du temps. Elle n'a pas vraiment l'impression de s'être reposée, son moulin à penser ne s'étant pas arrêté un instant. Elle redescend, s'installe à son bureau et poursuit la traduction en cours. Vers 13 heures, son estomac se rappelle à son bon souvenir. Elle se contente d'une tartine vite ingurgitée et se remet à la tâche, inconscient des heures qui filent. Un regard à l'horloge la fait sursauter. Encore une de ces périodes où elle fait tout en courant. En trottinant plutôt, car avec des escarpins qui lui coupent le sang au-dessus des talons, élégance ne rime avec aisance que par la sonorité. Submergée de traduction, elle travaille jusqu'à la dernière minute avant d'aller chercher ses enfants à l'école. La veille, elle a annoncé aux filles, fêtant toutes les deux leur anniversaire le même mois, qu'elle comptait les emmener après l'école au magasin de jouets pour qu'elles puissent choisir leurs cadeaux. Elle a prévu un petit goûter, jus de fruits et biscuits, les berlingots au frais dans le frigo et les biscuits sur le bureau. Au moment de partir, et alors qu'elle aurait déjà dû être derrière le volant, elle se décide à prendre aussi un biscuit pour elle, histoire d'éviter une hypoglycémie comme cela lui arrive régulièrement. Elle éteint son PC, trottine jusqu'au frigo, prend les jus, trottine vers la porte d'entrée. Elle sort, ferme la porte à double tour, déverrouille la portière de la voiture. Zut de zut, elle a oublié de prendre le biscuit pour elle. Retrottiner vers la porte d'entrée, double tour de clé dans l'autre sens. L'idée lui traverse l'esprit qu'elle a oublié de sortir la viande du congélateur pour le repas du soir. Hop, petit détour par la cave, sortir la viande du congélo,
grimper 4 à 4 les escaliers de la cave, déposer la viande sur le plan de travail, elle ressort. Fermer la porte d'entrée à double tour, ouvrir la portière de la voiture, laisser déverrouiller pour gagner la précieuse fraction de seconde. Juste avant d'embarquer, rezut, elle a oublié de prendre son biscuit dans le tiroir, pourtant pile poil sous le plan de travail où elle a déposé la viande congelée. Et de retrottiner jusqu'à la porte d'entrée. Double tour de clé dans l'autre sens, augmenter encore la cadence, ouvrir le tiroir, prendre le premier biscuit qui lui tombe sous la main, retrottiner vers la porte, double tour de la clé, grimper dans la voiture. Ouf, elle est enfin derrière le volant. Arrivée au bout de la rue, une pensée la tenaille. Mais c'est pas vrai! J'ai oublié les biscuits des enfants sur mon bureau. Elle opère un demi-tour, pestant contre la conscience professionnelle au maternel. Récupère les 10 biscuits au pas de charge, trottinant bien sûr, toujours ses fichus talons, redémarre en se réjouissant qu'aucune voisine n'ait assisté à ce spectacle et roule dangereusement vite. Elle pousse un soupir de soulagement. Elle a atteint le parking à la sortie des classes. Se souvenant de ses propres angoisses d'enfant, elle sait à quel point un enfant peut être malmené par ses condisciples et tient à ce petit geste quotidien, accueillir ses filles par un sourire. Elle est arrivée pile au moment où ses filles sortent de l'école, arborant un sourire jusqu'aux oreilles. Elles ont reçu chacune une énorme sucette de la directrice. Même pas faim. Les biscuits vont rester dans son sac à main. On se reposera quand on sera mort, paraît-il, se dit-elle en riant. Avant de repartir, Lynn change de CD. Elle a envie d'écouter Bach et Gounod. Daphné reconnaît le morceau dès les premières notes et s'écrie « C'est Maria ?» Sa mère, amusée mais jugeant inutile de pinailler, lui répond en riant « Oui ». « Oh, j'adore !» s'enthousiasme l'aînée, tandis que la cadette, silencieuse jusque-là, estime nécessaire de corriger. « Non, c'est avec Maria !» Lynn redouble de rire et se souvient d'une autre sortie de Lise quand elle avait 6 ans. Elles écoutaient de la musique classique en mangeant, et tandis que la mère annonçait « C'est pour Élise de Beethoven », sa cadette avait demandé « Qui a écrit ça pour moi ?» Beethoven. Et alors que sa mère était sur le point de rectifier la méprise du prénom, la petite avait lâché stupéfaite « Un chien ?» Le soir à table, après la soupe traditionnelle, Lynn sert à ses enfants des chicons braisés accompagnés de compotes, de saucisses et de purée. Elle a découvert récemment que chicons et pommes se marient à la perfection, la douceur de la compote atténuant l'amertume des chicons. Et miracle, les enfants acceptent désormais sans aucun effort de manger ce légume au goût amer. Lise, dotée d'une empathie naturelle, s'inquiète. « Ça va, maman? Tu as l'air fatiguée. »« Oui, ça va, ma puce, ne t'inquiète pas. » Je réfléchissais, dit Lynn, qui était particulièrement silencieuse jusque-là. Je n'ai pas réussi à me rendormir après le cauchemar de la nuit passée. Je sais bien que ce n'était qu'un rêve, mais c'était intriguant. J'ai rêvé que les animaux se rebellaient parce que l'homme détruisait la planète. Ce qui est fort peu probable, car de toutes les espèces sur Terre, seuls les êtres humains tuent pour d'autres raisons que celles de se nourrir. Je n'imagine pas les animaux se rebeller, même s'ils subissent notre pollution, la destruction de leur habitat. « Ah, nous avons parlé de la pollution en classe, » explique la cadette. « Madame nous apprend à trier les déchets. Et quand on aura bien tout retenu, on ira dans les classes de maternelle pour leur apprendre aussi à jeter les emballages dans les bonnes poubelles de l'école. » « Oh, c'est bien ça. » « Nous, on a appris la digestion du chevreuil avec monsieur, » s'empresse d'ajouter Daphné qui ne veut pas être en reste. « Tu savais qu'ils ont 4 estomacs et ruminent comme des bovins ?» L'image du bovin ruminant fait éclater de rire la tablée. « Eh ben, on ne mourra pas idiote, » conclut Lynn en riant.